Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 10 de la deuxième saison. C'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut mon acolyte Antoine, comment vas-tu? Oui, dit acolyte, hein, et J'ai pas dit pas... alcoolique, hein. Non, non, attention. On est bien d'accord. Écoute, ça va très très bien. Week-end de 3 jours. J'espère que vous en avez profité. Nous oui. Et puis on va essayer de vous préparer une petite soirée sympathique avec 4 sujets à nouveau ce soir. Sujet sur l'Antarctique, sur des moustiques, sur un taxi volant. Puis un petit sujet surprise à la fin. Petite surprise que je réserve à Jérôme comme d'hab. À la Voilà. Antoine. Ouais. Alors, Jérôme, qu'est-ce qui se passe en Antarctique en ce moment? En Antarctique, bah en ce moment, bon, ça fait déjà pas mal d'années, mais je vais réexpliquer un petit peu tout ça. On parle très souvent ensemble de mondes parallèles ou univers parallèles, mais bon, c'est assez compliqué de prouver l'existence de mondes parallèles aujourd'hui. Bah, figurez-vous que peut-être que la NASA a justement découvert une preuve que ces mondes parallèles existeraient. Donc en fait, c'est grâce au projet ANITA. Donc ANITA pour Antarctic Impulsive Transient Antenna. Donc c'est un projet qui a été créé en 2006. C'est une expérience scientifique visant à étudier les neutrinos cosmiques de très haute énergie. Donc en fait, ce sont des particules qui s'apparentent un petit peu aux muons. Je sais pas si Antoine, tu te rappelles lorsqu'ils avaient grâce à cette technique des muons avec des plaques justement qui permettent de recevoir ce type de particules, de savoir si au sein de la Grande Pyramide il y avait des cavités et on avait justement détecté ce big void au sein de la Grande Pyramide grâce à cette technique des muons. Et donc justement, l'Antarctique, ça se passe justement en Antarctique parce que ce lieu a été choisi pour cette expérience parce que c'est un endroit qui n'est pas ou du moins très très peu pollué par les émissions radio ou autres ondes émises par les humains, donc qui pourraient perturber, interférer sur les résultats. Donc le but de l'expérience en fait, c'est d'envoyer des antennes radio justement, qui sont capables de percevoir ces particules à haute fréquence à 35 km d'altitude. Et alors, je t'ai envoyé une petite vidéo, Antoine, avec l'article pour que les spectateurs se rendent un petit peu compte du système. Donc, alors, le but de l'expérience, c'est d'envoyer une série d'antennes radio capables de capter ces fameux neutrinos suspendus à un ballon qui va monter à 35 km d'altitude. Donc il y a eu plusieurs types de ballons qui ont été envoyés depuis 2006. Il y a eu Anita 1, Anita 2 lancé en 2008-2009, Anita 3, etc. Donc à chaque fois ils ont évolué dans l'équipement de ces fameuses antennes et de tout l'équipement pour qu'il soit de plus en plus précis. Et en fait, bon, ça a pris pas mal d'années avant d'analyser toutes les données recueillies. Mais en fait, bon voilà, ça a été publié et je trouve que c'est resté un petit peu discret par rapport à l'actualité mainstream. En fait, bon, moi j'ai trouvé ça sur Paris Match par exemple. Donc ils expliquent un univers parallèle découvert par la NASA. Donc dans l'Antarctique, la découverte de particules au comportement étrange pourrait démontrer l'existence d'un monde parallèle au nôtre. Alors, le truc, c'est que c'est justement en Antarctique que la NASA aurait découvert la preuve de l'existence d'un monde parallèle. À l'origine de cette observation qui pourrait révolutionner la science et notre perception de l'univers, c'est le physicien Peter Gorham, ce spécialiste des particules expérimentales à l'université d'Hawaï, qui est en charge justement de cette expérience. Donc, alors entre les vols de 2006 et 2014, Anita a observé un phénomène bien différent. Une fontaine de particules de haute énergie, autrement dit une émission de rayons cosmiques, comme je vous l'expliquais, euh, mais qui venait non pas de bas en haut, mais de haut en bas. Donc, ce que nous avons vu est quelque chose qui ressemblait à un rayon cosmique, comme on les observe dans le reflet de la calotte glaciaire, mais il n'a pas été réfléchi. C'est comme si le rayon cosmique était sorti de la glace elle-même, explique Peter Gorham. Donc, en fait, après analyse, ils se sont rendus compte que ces particules ne pouvaient pas traverser la Terre.
puisque contrairement à des particules à basse fréquence qui, elles, ont un taux de pénétration énorme et elles peuvent traverser même des planètes et ressortir de l'autre côté, celles à haute fréquence ne peuvent pas. C'est impossible dans les lois physiques de tout ce qu'on avait jusqu'à présent compris là-dessus. Et en fait, bah là, c'est comme si les particules sortaient c'est ce qu'il explique, d'un monde parallèle. Alors, cette possibilité ne concerne que les neutrinos de basse énergie, comme je vous expliquais. Donc, les particules de haute énergie détectées par Anita n'auraient pu effectuer ce voyage par le centre de la Terre. Aucune explication issue de la physique traditionnelle n'a donc permis d'élucider ce mystère. Une fois l'impossible écarté, il n'est resté que l'improbable. Ces particules ne se déplaceraient pas à l'envers dans l'espace, mais dans le temps. Et la seule hypothèse scientifique qui permet de rendre compte de cette inversion est celle d'un univers parallèle, né en même temps que le nôtre au moment du Big Bang, un monde miroir où le fleuve du temps s'écoule en sens inverse. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant parce que bah voilà, les scientifiques ils ont écarté un petit peu toutes les hypothèses par rapport à ces particules qui venaient en plus en sens inverse. J'ai lu les articles, j'ai pas voulu rentrer dans les trucs trop scientifiques parce que même moi j'y comprenais rien par moment, mais à ce qu'ils expliquent, les particules qui viennent de l'espace tournent dans un sens spiralé vers la gauche, et en fait celles qu'ils ont reçues qui venaient de l'autre sens tournaient à l'envers, vers la droite. Et donc même le fait de traverser notre planète, si ces particules pouvaient le faire, ça n'explique pas pourquoi elles ont inversé leur sens. Et de toute manière, elles ne peuvent pas le faire. Donc si c'est des particules qui viennent d'un monde parallèle, voilà. Ils en ont détecté très très peu, hein. Mais les seuls qu'ils ont réussi à capter, à détecter, voilà, ils sont tombés sur cette étrangeté et ils en ont déduit que voilà, de temps en temps, on pouvait avoir des particules de monde parallèle qui venaient interférer dans notre monde à nous. Ce qui D'accord. explique. Là, en fait, en plus, ce sont eux qui ont provoqué, c'est ça, si j'ai compris ton explication, euh, qui ont provoqué l'envoi de particules depuis le ballon sonde. Non, non, en fait, le ballon sonde a été mis à 35 km d'altitude. Et en fait, de par la réflexion de la calotte glaciaire, la présence d'eau, parce que ces particules réagissent beaucoup, les neutrinos avec l'eau, et en fait, il est capté venant de l'espace. D'accord. Ils ont rien fait pour, on va dire, exciter les particules. C'était un passage de particules Voilà, mais volontaire. les capteurs qu'il y avait sur ce ballon ont perçu aussi des particules qui venaient d'en dessous. Et ça peut pas être par réflexion parce que ces particules à haute énergie, comme ils le disent, pénètrent, mais jusqu'à une certaine profondeur. Elles peuvent pas traverser une planète, mais elles pénètrent. Elles pénètrent la glace, la roche, tout ce que tu veux bien. Donc elles peuvent pas rebondir sur la calotte glaciaire. Elles peuvent que les pénétrer. Donc celles qu'ils ont reçues dans le sens inverse ne pouvaient venir que d'un monde parallèle. Voilà. Et en plus, comme je te dis, elles tournaient en sens inverse. D'accord. Bon, en plus, ils étaient peut-être pas forcément en plus sur un bon spot. Peut-être aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait que quelques petites particules. Peut-être que par endroits, voilà, sur des lieux de croisement, comme on en parle souvent, des failles telluriques, peut-être que ces particules sont beaucoup plus présentes. Mhm. Justement, voilà, je trouvais l'expérience très intéressante parce que ça peut aller dans ce sens des mondes parallèles ou univers parallèles qu'on évoque souvent. Et justement, grâce à ces expériences scientifiques, bah, si on commence à essayer de creuser un petit peu plus loin, comme tu l'expliquais, aller sur des lieux de faille, des lieux de croisement, les lignes de lait, etc., bah, peut-être qu'on peut s'apercevoir qu'à ces endroits, ces particules sont beaucoup plus denses, présentes, ce qui pourrait expliquer par un moment, voilà, ces fameux portails qui s'ouvrent. Ok. Bon, en tout cas, c'est bien, ça signifie que c'est les premiers pas vraiment vers cette science nouvelle. Ceci dit, comme tu le dis, finalement, ça n'a pas eu beaucoup d'écho médiatique. Non, non, parce Alors, que les dernières missions d'Anita 4, c'était en 2016, tu vois, donc depuis maintenant 6 ans, bah, bon, tout ça est sorti, mais ça n'a pas été vraiment, ça n'a pas fait beaucoup écho. d'accord. Ah oui, c'est donc cette expérience-là, c'était 2016. 2016, le temps qu'ils fassent les analyses, je pense que les résultats ont dû sortir en 2019, je crois. Et voilà, moi, tu vois, je suis tombé dessus il n'y a pas si longtemps que ça, donc Et il a fallu 3 ans pour que ça arrive jusqu'à nous. Mm, parfois, le temps se joue de nous et ça peut être long, les informations. mm. C'est ça.
C'est marrant parce que finalement, moi, le sujet dont je vais vous parler là maintenant, c'est pareil, c'est un sujet de 2019, et bizarrement, il arrive jusqu'à nous maintenant. Quoique, on en avait déjà un petit peu parlé de façon détournée. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans un des anciens Mimi, j'avais parlé de la société Oxitec. Oxitec. Alors, rafraîchis-moi la mémoire au bout de plus de 50 Mimi, fois Eh 4 oui. sujets, ça fait beaucoup de sujets. Donc Oxitec, on en avait parlé, c'était une société qui était financée par la fondation Bill et Melinda, qui avait mis plus de 18 millions de dollars dans cette société pour faire des expérimentations avec les moustiques. Et tu sais, il y avait eu cette grosse fake news comme quoi on aurait lâché Oui. des moustiques en Corrèze pour vacciner plus de 110% de la population. Voilà, bon, ça c'était la fake news dans laquelle il ne fallait pas tomber. Par contre, Oxitec, c'est quand même une société très sérieuse qui continue à faire des recherches sur ces moustiques. Et là, c'est pareil, il y a quelques Mimi, on a parlé des armes endémiques, et entre autres, on avait fait un petit peu le tour sur des espèces les plus mortelles pour l'homme, et je ne sais pas si tu te rappelles, un moustique, c'était entre 800 000 et 1 million de morts. C'était le numéro 1, ouais. C'est énormissime. Parce que les porteurs de dengue, de fièvre jaune, de paludisme, de chikungunya, de Zika, voilà, tout ce genre de maladies qui se transmettent facilement grâce aux moustiques. Et les moustiques prolifèrent dès qu'il y a de la chaleur et de l'humidité. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement avec le fameux réchauffement climatique? C'est montée de température et d'humidité, donc potentiellement prolifération un petit peu sur toute la planète de moustiques. Et aujourd'hui, la seule façon de se protéger des moustiques, c'est quoi? C'est le filet, quoi. Mettre des moustiquaires aux fenêtres. Il n'y a pas grand chose. Si, je crois qu'il y a eu des expériences avec des phéromones, peut-être de femelles ou quelque chose comme ça, mais bon. Eh bien écoute, cette société Oxitec a créé l'OX5034, et on va aller voir ça sur internet. Donc selon Oxitec, des moustiques mâles génétiquement modifiés ont réduit de 96% la population de moustiques d'un quartier. Donc c'est un article de Trust My Science qui est paru le 1er novembre. Donc comme je l'ai dit, c'est quand même une expérience qui est un petit peu plus vieille que 2022. Ça s'est passé en 2019, donc c'est en Amérique du Sud. Et ils ont tout simplement modifié génétiquement des moustiques mâles pour que leur descendance femelle décède prématurément. D'accord? Donc c'est-à-dire que les mâles vont se reproduire avec des femelles qui vont donner des œufs mâles et des œufs femelles. Les œufs mâles vont survivre et grandir normalement et vont être porteurs du gène modifié, tandis que les œufs femelles vont être porteurs de la maladie et vont mourir. Donc au final, s'il n'y a plus de femelles, au bout d'un moment, forcément la population elle se réduit drastiquement. Eh bien c'est exactement ce qu'il s'est passé. Donc ils ont libéré dans des quartiers de Sao Paulo en mai 2018 et en avril 2019. Ils ont fait plusieurs expériences. Dans les 2 premiers quartiers, ils ont libéré 100 moustiques. Donc c'est pas beaucoup, 100 moustiques. Et dans les 2 autres quartiers, 500 moustiques. Voilà. Et ils ont effectué ces lâchers de moustiques 3 fois par semaine. Et bien écoute, au bout de pas si longtemps que ça, au bout de quelques semaines, ils se sont aperçus qu'effectivement, dans les 4 quartiers, la population des moustiques a baissé de 88 à 96%. Parce que, eh bien, n'ayant plus de femelles pour se reproduire, forcément, voilà, tous les mâles ont fini par mourir, et la population s'est vraiment considérablement réduite, sachant que les mâles porteurs du virus
Il y en avait 1 sur 2 hein, dans les naissances. Du coup, l'expérience a été plutôt concluante. Et pour eux, ce serait la solution pour effectivement éradiquer les moustiques si ça devient un fléau mondial. Ceci dit, c'est déjà un fléau mondial. À 1 million de morts par an, c'est quand même déjà un fléau mondial. Alors moi, je sais pas, quand j'ai lu ça, on parlait de Barjavel la fois dernière, je me suis dit, tiens, allez, si nous vivions dans une dystopie, donc dans un monde un peu ressemblant au nôtre, hein, peut-être qu'il y a sur un monde parallèle, on parlait de monde parallèle, où il y aurait trop d'une certaine espèce sur la planète. Une espèce dominante. Et que des scientifiques un petit peu malins se seraient dit, bah, tiens, pour pouvoir réduire la population, il suffirait qu'on modifie les gènes de cette population, de façon à ce qu'au bout de quelques générations, pour pas que ça se voit, eh bien, voilà, pourquoi pas, hein, l'histoire des femelles, les femelles deviennent stériles. Ça me rappelle bizarrement quelque chose, Antoine. Une dystopie, hein. On est dans une dystopie, hein. Entendons-nous Oui, bien. on s'entend bien, Antoine. On reste dans une dystopie. Mais voilà. Ça me rappelle quelque chose. Eh bien, effectivement, si on regarde les chiffres, alors il suffirait finalement une centaine d'espèces, d'êtres de cette population, de mâles de cette population, pour qu'au bout de plusieurs générations, finalement, l'espèce soit réduite de 96%. Alors, qu'en serait-il si, au lieu de contaminer une centaine de mâles de la population, ce serait presque 60%. 70% de cette population qui serait porteur de cette modification génétique. Bah, peut-être qu'au bout de 3 générations, effectivement, là, la population, elle sera complètement vidée. Oui, donc le temps de faire le lien, de savoir d'où ça vient, cette mortalité subite, cette baisse démographique, on aura oublié l'origine. Bah oui, c'est exactement ça. C'est parce que les espèces ont la mémoire courte. Effectivement, si dans 3 générations, la fameuse espèce se retrouve complètement stérile, on pensera peut-être à un rapport de cause à effet immédiat et pas de quelque chose qui s'est passé il y a 3 générations en amont. Voilà. Bon, ça m'a fait penser à ça, cette petite histoire de manipulation génétique sur les moustiques. J'espère que ce genre de scénario dans d'autres univers parallèles ne se produisent pas sur les espèces dominantes, ce serait catastrophique, Jérôme. Tout à fait. Restons dans notre monde, Antoine. Ouais. Et dans notre monde, il y a des bisounours. Ouais, il y a des choses pour nous faire rêver. Il y a des taxis volants. Bah ouais, on en avait parlé en plus, Antoine, dans le Mimi numéro 7, il y a 1 an quasiment. 1 an, pas très loin. Et bah aujourd'hui, parce que vous le savez, nous enregistrons avec Antoine le jeudi. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 10 novembre. Eh bien, il y a plein de synchronicités qui se mettent en place, comme toujours, Antoine, dans ce monde, dans ces mondes de l'insolite. Puisque bah surtout pour les habitants de Paris, hein, vous l'avez constaté, bah c'était la grève aujourd'hui, la grève des transports. Et donc, bah moi j'ai écouté la radio en revenant chez moi, ils annonçaient en fin d'après-midi, je sais plus, parce qu'en plus on est une veille de gros week-end avec vendredi férié, 350 km de bouchons sur Paris et sa région, juste en fin d'après-midi. J'imaginais à peine le soir, 18-19 heures, ça devait être l'horreur. Et puis, bah justement dans cette grosse galère, tu vois, pour les usagers de la route, même pour ceux qui seront en taxi, hein, parce que bah vous êtes cloués dans les bouchons et pas le choix. Eh bien, aujourd'hui était inauguré le premier vol de taxi volant parisien. Donc, j'ai vu ça sur le site Anguille-sous-Roche. Donc, c'est officiel, hein, un premier taxi volant va voler au-dessus de Paris cette semaine. Voilà quelques années déjà que l'on évoque le concept de taxi volant, prenant bien souvent la forme d'un énorme drone électrique ou d'un petit hélicoptère. Justement, ce qu'on avait évoqué ensemble dans le Mimi numéro 7, hein, je vous avais présenté, c'était cet américain-canadien, je crois, qui avait fabriqué cette espèce de drone monoplace, hein, on pouvait s'asseoir dedans avec, je crois qu'il y avait 8 hélices.
Vraiment, c'était super maniable. Bon, l'autonomie était assez réduite parce que ça restait électrique. Donc, d'ores et déjà, de très nombreuses startups effectuent différents tests pour occuper le terrain et s'accaparer au plus vite ce nouveau marché. Donc, du côté de chez Wisk Aero, par exemple, on ambitionne de disposer d'une flotte de 5000 taxis volants d'ici 2035 dans les plus grandes villes du monde entier, réalisant en quelque sorte le fantasme des fans du film Le Cinquième Élément. Je sais pas si tu te rappelles, Antoine, dans Le Cinquième Élément, voilà, tu t'es déposé en taxi volant devant chez toi, enfin, t'as le livreur de sushi qui s'arrête devant ta fenêtre, hop, c'était extra, quoi. Donc, eh ben, figurez-vous que le premier taxi volant va décoller justement aujourd'hui. Donc, ça s'est passé, hein. J'ai pas eu le temps d'essayer de glaner des vidéos dessus, mais je pense qu'on va essayer de vous trouver ça pour la semaine prochaine, pour voilà, en petit bonus. Ça s'est passé à Pontoise aujourd'hui. Donc, en France, les deux premiers vertipeurs, donc ce qu'on appelle les zones de décollage verticales dédiées à ces nouveaux taxis volants, seront installés en région parisienne, donc à La Défense et sur les quais d'Austerlitz, dans le 13e arrondissement. Donc en effet, les groupes RATP et ADP, ainsi que la région Île-de-France, entend bien mettre en service ce transport aérien urbain de nouvelle génération pour les prochains Jeux Olympiques de 2024. Donc aussi, un premier vol aura lieu ce jeudi 10 novembre, justement aujourd'hui, et ce dernier sera bien sûr intégré dans le trafic aérien conventionnel. Voilà. Donc, je sais pas si tu avais pris connaissance de cette inauguration du premier taxi volant, Antoine. Non, mais c'est marrant de l'inaugurer le jour où il y a une grève RATP et que les gens s'entassent dans les rames, dans les rues, qu'ils n'en peuvent plus. C'est ça, mais c'est aussi là-dessus que je voulais rebondir parce que tu vois, il y a des choses qui se mettent en place. Tu dis, mais merde, c'est pas le moment, quoi. Je sais pas, tu vois, enfin bon, on est depuis déjà plus d'un an là avec cette histoire de guerre en Ukraine, donc ce qui a créé une crise énergétique, donc hein, l'incitation à passer au tout électrique justement, mais là tu te rends compte qu'on est dans une glu pas possible parce que il faudrait construire 10 ou 20 centrales nucléaires aux nouvelles générations en France pour compenser tout ça. Mais voilà, quand tu vois, c'est une catastrophe financière, celui qui ils ont commencé à construire dans la Manche et qui n'est toujours pas fini, hein, ça fait plus de 10 ans, c'est un gouffre financier ce truc-là. Donc en faire 10 ou 20 autres, c'est bon, voilà. Et donc on incite tout le monde à vouloir acheter des voitures électriques, mais tu te dis l'électricité c'est peut-être incertain en France pour les années à venir. Et puis bah là-dessus t'as les grèves des raffineries qui se sont mis en place. Pénurie d'essence et de gasoil, voilà, c'est un énorme bazar dans les stations-service. Et puis bah voilà, tu vois des pubs à la télé, toutes les marques se mettent à l'électrique, quoi. Donc tu vois, c'est les choses qui arrivent à point nommé. Et puis bah là, boum badaboum, aujourd'hui la grève des transports en commun, gros bazar, veille de gros week-end. Et puis bah ils inaugurent le premier taxi volant. Je trouve que ils ont bien choisi leur date sur ce coup-là. Alors c'est bien, mais c'est que de la com, hein, malheureusement. Parce que, bon, de toute manière, au pire, ça ne servira qu'aux élites. Bah, alors je sais pas, hein, j'ai Parce qu'il parlait de 500 dans l'article, il parlait de 500. Mais 500, c'est que dalle. Je sais pas combien il y a de taxis routiers aujourd'hui dans Paris, mais à mon avis, le nombre est très largement supérieur à ça. Et puis, ça va coûter sûrement extrêmement cher. Ça pue l'élite, hein, honnêtement. Hein, Ouais, bon alors après c'est des petites aéronefs de place avec justement un compartiment pour mettre aussi des bagages s'il faut. Tout sera auto-géré, hein. Il y a pas de pilote en fait, hein. Tu rentres dedans, tu as programmé ta destination. Et, enfin limite la destination, il y en aura pas 40, hein. Ça sera entre les deux, ces deux lorsque, enfin je ne sais plus le nom, les deux. T'as pas dit Vertiport? Vertiport, c'est ça, les deux vertiport. Donc tu n'auras pas non plus 40 solutions de destination. Mais bon, en plus, je crois que ça a une autonomie de 20 minutes en vol. Il volerait à 300 mètres d'altitude à une vitesse d'environ 80 km/h. Alors là, pour le coup, vaut mieux pas être dans les bouchons, hein, parce que... Là, il y aura des bouchons de taxi volant peut-être dans 50 ans, tu vois. Voilà, il faut se projeter. On sera comme dans le cinquième élément. Là, ça bouchonnera de partout. Il y en aura dans tous les sens. Il y aura des... Bon, après, clairement, c'est forcément l'avenir. On le verra peut-être pas que les prémices. On verra les prémices peut-être, je sais. Ouais, quand tu regardes tous les films de SF, partout, c'est ça.
Les Star Wars, forcément, tu les vois, ces fils de voitures volantes. Oui, non, mais c'est le futur, on le sait bien. De toute manière, nous, la seule chose qui manque à tout ça, c'est l'énergie, en fait. Il Bah, faut trouver une oui. nouvelle source d'énergie. Et une énergie propre, renouvelable, et puis limite Dans le temps perpétuelle. que tu n'aies pas une autonomie de 20 minutes, quoi, enfin, en vol, quoi, tu vois. Parce que, faut pas se leurrer, mais ce tout électrique au niveau des voitures, où ça a l'air extrêmement beau, extrêmement bien, etc., c'est une véritable arnaque. D'ailleurs, je vous invite à regarder Berkhoff Sud Radio, il a eu un invité la semaine dernière, qui a vraiment tout détaillé. Et oui, alors c'est très beau comme ça sur le papier, on a l'impression que ça va sauver le monde, mais en réalité c'est une arnaque économique, une arnaque écologique, et puis ça fait gagner beaucoup d'argent à tous les constructeurs, c'est bizarre. Et puis financièrement, je sais pas si on va s'y retrouver lorsqu'il va falloir que tu fasses le plein de ta voiture électrique. Si le prix de l'électricité part en flèche, Ah ben, ça va de coûter toute plus manière, cher de rouler en électrique qu'avec un bon le gazole. journaliste qui a écrit le livre disait, c'est simple, 100 km d'autoroute en voiture thermique c'est 10 euros, en voiture électrique c'est 15 euros. Donc déjà rien que là, il y a un petit... Bon, C'est ça. il y a encore ces recherches, c'était avant la flambée des prix d'électricité. Mais bon, on pourrait en faire toute une émission sur l'électrique. Je pense que ce serait passionnant. Mais ok, Jérôme, eh bien, écoute, peut-être qu'un jour on vous fera un mimi de 20 minutes dans un Minutes à bord d'un taxi volant. un taxi volant. Mais tu sais, comme les deux vieux Dans le Moped Show. dans le Muppet Show. Antoine, on te savait dire. C'est ça. Regardez en bas. Oh, Sont les trop petits cons. cons. Ils sont Ah, encore ouais. en bagnole gasoil, ces cons-là. C'est vrai. C'est vrai. Bon allez, fais-nous rêver Jérôme. Tiens, si je te dis, donne-moi 2, 4, 5 chiffres entre 1 et 60. Voilà. 5 chiffres. Ouais. Alors, le 7, le 17, le 22, le 48 et le 57. Peut-être que dans un monde parallèle, tu aurais pu être le super gagnant du Powerball américain, qui a gagné 2,04 milliards de dollars en Californie mardi, avec le 10, le 33, le 41, le 47 et le 56. Tu vois, t'étais pas très T'es loin. pas très loin. Ouais, 2,04 milliards de dollars. Alors, il y avait déjà eu un record il n'y a pas très longtemps, c'était en juillet, c'était le 29 juillet, avec 1,3 milliard de dollars dans l'Illinois. Là, le Californien, il a gagné 2,04 milliards. On n'arrive pas à imaginer ces chiffres, quoi. C'est tellement hallucinant. Alors, pour la petite histoire, s'il veut encaisser maintenant, il ne gagnerait que la moitié, c'est-à-dire 997 millions, et sinon, il peut étaler son paiement sur 30 ans. Je crois que ça lui fait gagner une petite bagatelle de 5 millions de dollars par mois. L'argent de poche, quoi, une pichenette. C'est sympa. Mais, bah ouais. Mais ils nous font rêver en ce moment. Tiens, je vais te partager quelque chose. Là, ça m'intéresse qui partage cette info de la NASA. On parlait de la NASA en début d'émission. Là, mais on va finir aussi avec la NASA. Un titre un petit peu racoleur putaclic, cet astéroïde pourrait rapporter plus d'1 milliard d'euros à chaque personne vivant sur Terre. Et ouais, il s'appelle 16 Psyché, cet astéroïde. Et c'est l'objet céleste connu pour la quantité de métaux précieux la plus importante détectée dans notre système solaire. À lui seul, il pèse plus lourd que le produit international brut mondial. C'est-à-dire que si on découpait ce petit astéroïde en morceaux, là, comme ça, et puis qu'on en donnait un tout petit morceau à tous les humains de la planète, eh bien, on toucherait chacun 1,4 milliard de dollars, donc un peu moins que le Super Bowl, hein, parce que
tiens-toi bien, cet astéroïde représente une valeur de 10 puissance 19 dollars. Donc ça fait un 1 suivi, un 10 suivi de 18 zéros. Voilà, c'est encore un chiffre complètement hallucinant. Donc ils l'ont repéré depuis un petit moment, c'était en 2019. Ils voulaient faire partir au mois d'août de cette année une fusée, encore une fois, un satellite, une sonde, ouais, pour pouvoir s'approcher et l'étudier. Un petit peu comme ils ont fait avec DART, hein, parce que DART a été une réussite selon la NASA. Et finalement, ils ont décalé l'envoi. Ça partira que dans un an, donc le 10 octobre, le 10-10-2023. Et elle arrivera, cette sonde, en 2029, autour de 16 Psyche, je ne sais pas comment le prononcer. Psyche, ouais, on va dire à la 16 française. Psyche, à la française. Alors ils vont pas pouvoir le ramener, hein. Malheureusement ils n'ont pas encore de rayon tracteur, ils n'ont pas de grappin pour... Mais quand ils disent de métaux précieux, déjà, qu'est-ce que c'est ces métaux? Et comment ils ont pu savoir qu'il était composé de métaux précieux? Enfin, moi, Alors c'est le noyau est de fer, de nickel et d'or. Voilà. Et donc c'est surtout l'or qui est considéré comme le plus précieux sur cet astéroïde. Alors après, le comment est-ce qu'il le détecte, là j'ai pas les détails, mais c'est en fonction de, je sais pas, des longueurs d'onde, la diffraction de la lumière, ou j'en sais rien. Demande à des scientifiques, monsieur Jérôme. Toujours est-il scientifique, Antoine. Si, je lui étais, mais... Je lui étais. Je lui étais. Ah, toujours est-il, c'est que si nous ramenait ce bout de caillou sur Terre, on serait tous richissimes, et si on était tous richissimes... Bah ça vaudrait plus rien. Ça vaudrait plus rien. C'est ça. C'est ça le truc, donc c'est un peu idiot. Et moi, pour conclure cette émission, Jérôme, je voulais quand même te poser une question. Et puis, je vous la pose aussi à vous, chers amis, et mettez votre réponse dans les commentaires, parce que là, vraiment, ça nous intéresse. Si par hasard, tu étais l'heureux bénéficiaire de l'euro-million, en France, le max qu'on puisse avoir, je crois que c'est 210 millions d'euros, c'est limité. Mais voilà, même avec une somme comme le californien, donc avec 1 milliard de dollars, qu'est-ce que tu ferais pour, une fois que tu auras fait tout ce que tu vois, la fête, etc., bon, tout ça, ça va vite passer, mais après, qu'est-ce que t'en ferais pour, je sais pas, peut-être changer l'humanité? C'est ça, après, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que t'en fais quelque chose de personnel et voilà, un fantasme, un désir, je ne sais quoi, ou alors tu partages avec tout le monde. Donc, pour changer l'humanité, bah écoute, vaste question, il y a tellement de choses à faire. Déjà, je supprimerai les publicités à la télévision. Sinon, bah, enfin, là, c'est une question de pouvoir, j'aurais pas le pouvoir. Parce que tu peux avoir l'argent, mais... Ah non, t'aurais pas le pouvoir pour le faire. J'aurais pas le pouvoir. Ah non, mais ah par oui, contre, il me faudrait une lampe d'Aladin, en fait. Et... bah oui, c'est... Parce que, oui, au final, 1 milliard, ça peut être vite dilué, donc tu peux pas effectivement avoir ce pouvoir magique-là. Non, mais parlons de télévision, tiens. Notre petite chaîne sur YouTube. Imagine qu'on ait des millions. On pourra en faire des choses, Antoine. À dépenser, qu'on puisse du coup acheter une onde sur la TNT ou sur une chaîne et y investir des millions avec tout le bataillon de comment dire de communication, de marketing, etc. Mais pour ne traiter que des sujets d'éveil, finalement, hein, que l'on traite. Quel impact ça pourrait avoir sur une population? Parce que là, ce ne serait pas 1000, 10 000, même les meilleurs d'entre nous arrivent à 150 000, voire 200 000 vues. Mais ça touche peanuts. Alors que si derrière, tu as des millions de téléspectateurs, oui. De machines comme ça qui peut être diffusée en France, mais pas que. C'est avec 1 milliard, tu peux diffuser partout, dans l'absolu. Là, tu peux faire des campagnes de publicité. Dans tous les pays francophones, et après tu traduis, et oui, tu peux.
Est-ce qu'au final, tu vois, si voilà, mais l'un d'entre nous avait cette possibilité de toucher autant d'argent, est-ce que ce serait pas une espèce de tournant, ou alors c'est parce que après peut-être que je fantasme, hein, et que je nous prête plus d'importance que l'on en a. Et quand je dis nous, c'est pas forcément nous deux, hein, c'est notre communauté. Mais est-ce que ça changerait pas les mentalités? Ben oui. Parce que les mentalités, finalement, on arrive à les faire changer petit à petit, mais il faut du temps, il faut de la patience, il faut donner les informations, les redonner, il faut esquiver les pièges qui sont tendus, les bannes, etc. Et là, si c'est toi le roi le roi du pétrole, tu vois, si c'est toi qui mets sur YouTube, tu payes pour avoir toutes les publicités et pour diffuser toute l'information. Quoi, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, hein, mettez votre impression là-dessus. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous feriez, à part vous acheter un yacht et un château et une... Voilà. Même si vous achetez tout ça, il vous reste encore 900 millions à dépenser. Ah, ce serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire. Et là, c'est là où on se pose la question. Mais si vraiment il y avait une volonté, alors là je vais aller loin, hein, de l'univers, de changer tout ça, de rendre le monde meilleur, de faire l'élévation, etc., ce serait pas compliqué, il suffirait juste qu'il... Allez, au hasard, hein, j'ai fait l'euro million là, hier. Si l'univers veut nous exaucer, il n'y a pas de souci, hein, on prend. Mais tu vois, comment ça se fait que finalement t'entendes pas que quelqu'un de très spirituel, alors on va dire oui, mais si c'est spirituel, il n'est pas rattaché aux choses matérielles. Mais c'est pas des choses matérielles pour les choses matérielles, c'est des choses matérielles pour avoir... Quoi, là, l'argent, c'est juste un outil pour gagner du temps. Avec 1 milliard, tu vois, c'est... Effectivement, tu peux pas supprimer toutes les publicités du monde, et tu claques des doigts, et puis t'as tout ce que tu veux. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi c'est pas la première fois que tu m'en parles, Antoine. Je sais que voilà, que tu tentes ta chance, tu joues à l'euro million et comme tu m'en avais déjà parlé, oui, c'est vrai que si l'intention elle est là, eh bien tu peux te créer ton monde parallèle dans lequel tu vas gagner. Et comme tu me disais, on n'a peut-être pas une chance sur des millions, mais on a peut-être une chance sur deux. Ah oui, parce qu'au final, quand on tend vers l'infini, vous avez une infinité de futurs possibles où Antoine Station a perdu, mais à partir du moment où il y en a une entrée où Antoine Station a gagné, après il y a une infinité de futurs où Antoine Station a gagné. Donc quand on fait une limite à l'infini, c'est une chance sur deux. Alors après là il y a tous les mathématiciens qui vont qui ont monté au créneau, qui vont dire mais t'es fou, c'est pas comme ça que ça marche. Bah écoute, il faudra Laissez-moi peut-être... le croire, laissez-moi le Ouais, croire. laissez Antoine croire. Voilà. En tout cas, si vous voulez faire quelque chose pour moi, eh bien, pensez-y fort. Hein, voilà. Au prochain super euro million là, à 200 millions. Voilà. Donnez-moi toutes vos ondes. Et puis après, il y aura des mimis partout. Il dit ça, puis en fait, il va faire comme tous les autres, hein. Il va se barrer avec la cagnotte. Il ne le refera jamais. Allez. Ouais. Bon voilà, allez partagez-nous vos rêves éveillés et conscients cette fois-ci. Qu'est-ce que vous feriez avec plein de sous? Est-ce que vous en seriez plus heureux? Est-ce que vous arriveriez à effectivement changer la face du monde? Et, en tout cas, moi c'est ce que j'essaierai de faire. Ben voilà, Jérôme. Mais promis, je t'achèterai une grande pyramide de cristal tout transparente où tu pourras même te mettre debout à l'intérieur. Super. Et Ouais. je pourrais faire mes émissions avec toi, toujours, Antoine, ou pas? Ouais. Super. Je serai pas bégueule. Bon, écoute, je vais peut-être m'y mettre aussi à jouer. Parce qu'on ne sait jamais, ça. Le fait voilà, qu'on soit deux, ça peut Ah ben donner voilà, une chance sur deux. une Si chance c'est pas sur toi, c'est deux. moi. C'est bon, on a gagné, On Jérôme. peut y arriver. Allez, on C'est s'y met. génial. Et bien voilà, sur ces notes pleines de positivité, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Nous, en tout cas, on a passé une bonne soirée en la vôtre. Et puis, on vous dit à passer un bon week-end, à la semaine prochaine, et portez-vous bien. À samedi prochain. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.
Et puis on va essayer de vous préparer une petite soirée sympathique avec 4 sujets à nouveau ce soir. Un sujet sur l'Antarctique, sur des moustiques. Il vient de se faire attaquer par un moustique, Antoine, d'ailleurs. Voilà. À l'instant, vous l'avez pas vu. À l'instant. Et donc je vais la refaire. Bien, il tombera pas plus bas. Oh putain, il y a tout qui part en cacahuète là. Allez, Ouais, bon. bêtisier.